Bienvenue à cet épisode de novembre 2021 où je vais vous parler des clichés sélectionnés pour ce mois-ci. On commence par des images faites lors d'un voyage à Oslo. Donc c'était quelques jours alors qu'il n'y avait pas vraiment de pandémie. En fait, il n'y avait plus de pandémie en Norvège. Donc quelques jours assez agréables. Comme à chaque voyage, je sélectionne mon équipement en fonction de ce que je vais faire. Dans ce cas-là, j'avais pris avec moi un Leica M240, appareil compact avec une grosse batterie, donc une belle autonomie, et une optique 40 mm f2 de chez Leica, un Summicron. Une optique qui a, comme on le voit sur ces deux premiers clichés, une belle définition, beau respect des lignes verticales et horizontales, un beau bokeh, belles caractéristiques optiques. En fait, chez Leica, les Summicron, habituellement le 50 mm f2, donc Summicron, c'est la terminologie de chez Leica, était un peu le haut de gamme. Et cette optique 40 mm se situait entre le 50 mm Summicron et le 35 mm f2, et était destinée plutôt à un nouveau type de marché que Leica essayait de toucher, fruit d'une collaboration avec Minolta, le Leica CL. Et ce 40 mm était censé être plus bas de gamme, mais au final, les caractéristiques sont super intéressantes. J'aime bien le 40 mm, un peu plus ouvert que le 50, légèrement plus fermé que le 35. Très intéressant à utiliser, et surtout, on peut le trouver en deuxième main, bien moins cher que les objectifs considérés comme plus luxueux, qui sont le 50 mm Summicron et le 35 mm Summicron. Mais au final, très belle optique. Donc on voit aussi sur ces deux autres clichés, donc toujours le M240, dans les basses lumières à gauche, quand on pousse le fichier brut, on retrouve ces caractéristiques de vert qui ressort. C'est intéressant de pousser les capteurs, comme toujours. Ensuite, meilleure luminosité. Oslo est une ville intéressante à visiter pour les photographes de rue. On a énormément de cours intérieures qui sont en cours de travaux, qui sont retravaillées pour qu'elles soient plus accueillantes. On se retrouve avec énormément de textures minérales, de constructions modernes, de travaux intéressants pour celui qui se balade un peu aléatoirement. Même chose Oslo. Alors là, on voit que le Summicron, donc le F2, est intéressant. C'est suffisamment lumineux avec un capteur comme celui du M240 qui monte malgré tout, même s'il n'est pas super sensible, monte malgré tout dans les ISO assez importants, sans trop donner de grain. Donc, mais par contre, ces caractéristiques des optiques Summicron, personnellement, j'adore. On voit cette lumière de nuit avec une exposition relativement lente. On voit les gouttes de pluie qui tombent. Puis en même temps, si on pousse les basses lumières, on voit à droite ce vert qui ressort, ce grain de capteur qui ressort. Un grain qui n'est pas désagréable, de CMOS, que personnellement j'aime bien. Après, voilà. Les appareils plus modernes auront moins de grain évidemment, mais aussi c'est moins de personnalité du capteur. À nouveau, même optique, même appareil. Derrière l'Opéra, un nouveau quartier a été construit avec des canaux très intéressants. Le bâtiment controversé à gauche du musée Munch, avec un superbe bar en haut pour voir la baie d'Oslo. Très intéressant si vous visitez. Et à droite, donc ces nouveaux quartiers avec ces bâtiments qui donnent sur les canaux. Architecturalement et en termes urbains, très intéressant. C'est très beau. Voilà. On revient à ces basses lumières avec ce capteur. Quand on le pousse, on a les couleurs vertes qui ressortent, des fois magenta. C'est là où le capteur, en fonction de celui qu'on choisit, amènera du caractère à votre image, comme le fait une pellicule de film. Là, c'est vraiment les couleurs pétantes du M240, du capteur du M240, plus ses caractéristiques de grain quand on pousse les basses lumières. Personnellement, très intéressant, mais il faut connaître les limites de ce genre d'appareil. Si ce n'est pas votre truc d'avoir du grain, voilà, prenez autre chose. C'est bien d'expérimenter malgré tout. Même capteur. Le Leica M,
toute la série M sont des appareils qui sont relativement lourds, extrêmement bien construits, mais qui sont de taille suffisamment petite pour tenir dans la poche. Donc, par exemple, dans l'avion, on peut facilement le prendre avec soi, le mettre dans la poche avant. Euh, Surtout avec un objectif comme le 40 mm dont je parlais avant, qui est vraiment compact. Voilà, on arrive à le glisser. Il nous suit un peu partout avec une qualité optique et une science des couleurs assez inégalée. Ensuite, à droite, toujours le même appareil photo et le même objectif, donc le M240 Oslo. À gauche, on part sur du film. Un appareil très particulier, le Contax TIX de 1997. C'est un appareil photo avec des films APS. Donc c'était censé être le futur de la photographie film, des cartouches de film qui sont plus petites que le 24-30, enfin le 35 mm. Les clichés se tiennent sur du 16,7 par 30,2 mm. C'est d'ailleurs ce film qui va servir de format pour les senseurs APS-C. Historiquement, c'est amusant de le savoir. Donc cet appareil de 1997 a été chargé avec un Agfa Nexia A200, périmé depuis 2001. C'est un format de film qui n'est plus produit à ma connaissance, donc il faut vraiment trouver des anciens stocks. Alors là, on se retrouve confronté avec le grain de films expirés, la colorimétrie de ces films. J'aime beaucoup m'amuser avec ça. Ça a beaucoup de personnalité, mais à savoir que c'est un appareil, le Contax TX, était censé être dans la série des Contax T. Le TX a donc un 28 mm f2.8. Et contrairement au Contax T, qui avait du 38 mm f2.8, lié à cette différence de taille de pellicule, ils avaient fait une compensation. Enfin bon, c'est des appareils qui vont... Le jour où on n'aura plus de films, ces appareils malheureusement qui sont extrêmement bien faits, qui n'ont pas beaucoup de caractère et qui ont une prise en main très spéciale, vont être inutilisables. Ensuite on passe à du film. J'en ai déjà parlé, le Olympus XA à gauche. C'est cet appareil photo d'Olympus, c'est un 35 mm 2.8, extrêmement compact, à priorité ouverture, qui avait été fabriqué de 1979 à 1985. Appareil télémétrique, donc l'image de gauche, j'y avais mis un film italien, Ferragna 50 ISO, très beau rendu. Si je ne m'abuse, Ferragna 50, c'était un film qui était utilisé à l'époque de la Dolce Vita en Italie pour le cinéma, qui est aujourd'hui vendu en bobine 35 mm. Donc un beau film à utiliser, je vous recommande un grain très fin et un rendu très contrasté. À droite, un appareil photo, donc film toujours, du Fomapan 100. On a déjà parlé auparavant. Un film tchèque dans un appareil photo qui est le Vera 2, si je ne m'abuse, produit dans les milieux des années 50. C'était fabriqué par l'usine de Carl Zeiss à Jena, en Allemagne. L'appareil est particulier, il a un look très spécial. On remonte l'obturateur et on fait avancer le film en tournant la base de l'objectif de façon rotative. Et le capuchon fait office de pare-soleil. Un appareil photo, allez voir sur Internet, très design, un peu Bauhaus, comme ça, avec une optique Tessar 50 mm f2.8. Alors là, on a un rendu ancien, une composition optique relativement ancienne. Puis là, j'ai un peu poussé le film, probablement mal exposé. Mais j'aime bien ce grain du Fomapan 100. Plusieurs séries, j'ai pas mal expérimenté avec des appareils photo anciens ce mois-là. Là, du Fujika à gauche, GW690 de 1978, donc c'est un appareil photo format 6.9. C'est des rouleaux de film 120, donc on trouve assez facilement. Du Fomapan 100, à savoir qu'un rouleau de 120 dans un Fujika comme celui-là ne produit que 8 expositions. Donc c'est censé avoir beaucoup de définition, une grosse surface, c'est du moyen format. Dans ce cas-là, mauvaise exposition, mais ça c'est utilisation technique, c'est ce que je cherchais à faire. Dans une forêt, il y a du flou cinétique, j'aime bien ce côté un peu magique. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur le Fujika GW690, c'était un obturateur, un leaf shutter, donc un obturateur à volet battant qui se ferme en iris au niveau de l'objectif.
C'est un appareil photo qui avait été fait pour prendre des photos des touristes au Japon. Voilà, vous pouvez retrouver une histoire intéressante qu'on retrouve sur Internet. J'en parlerai peut-être une prochaine fois. Ensuite, à droite, on revient du M240, mais là avec un objectif 90 mm, la lune au travers des arbres. Donc c'est un Elmarit M 90 mm f2.8 avec un bokeh très doux, une optique assez classique chez Leica pour les séries M. Belle définition, relativement lumineuse, c'est 2.8, mais c'est une optique classique, une belle lumière, beau bokeh. Ensuite, on revient sur du M8, cette fois du Leica M8 comme appareil télémétrique, donc numérique, CCD, avec ce Summicron 40 mm f2, donc qui se transforme en gros en 55 mm, si je ne m'abuse, environ, car le capteur du M8 n'est pas un capteur plein format. Cet appareil, j'aime beaucoup la douceur et la chaleur des couleurs produites par ce CCD de 2006. Alors après, on arrive assez vite aux limitations lumineuses de sensibilité du capteur. Si on le pousse au maximum, comme on le voit à gauche, là c'est sur un des ponts très connus de Prague, les basses lumières, dès qu'on les pousse en post-production, on voit les lignes de balayage du capteur CCD. C'est cette technologie-là qui fait comme ça, avec des magentas et du vert qui ressortent et beaucoup de bruit. C'est très particulier, ça bave beaucoup à cause de ce balayage. Mais c'est caractéristique de ces CCD. Si on l'utilise à bon escient, je ne dis pas que c'est à bon escient là, moi j'aime bien. Mais à savoir que ça, comme le film amène des caractéristiques à votre image, là ça amène du caractère. J'aime bien par rapport à la narration, il y a ce côté un peu sale. Je trouve très intéressant. Donc même configuration à droite, même en basse lumière, si on se débrouille bien, on descend dans les... Là, je pense que je dois être au 15e de seconde. Si on s'appuie bien, on n'essaie pas d'éviter les flous cinétiques. Comme avec du film, on va réussir à récupérer de l'image, mais on va avoir du chaud. On va avoir une image très chaude avec ces CCD. Ensuite, on passe à du Canon 6D, donc des paysages de montagne au téléobjectif. Là, c'est un Sigma 400 mm f4.5, je pense, du milieu des années 90. Donc une image beaucoup plus propre, là, tout de suite. Une série de photos des montagnes du Jura. C'est la première série où là, je vais vous parler en fait de photos, de photographie computationnelle. En gros, de la photographie par smartphone, donc la smartphone photographie. Je développe moi-même mes applications, donc je vais surtout parler du traitement des images que je fais via mes applications. Là, c'est avec un iPhone X, donc 12 mégapixels de 2017, avec l'application Camare, qui est mon application, ma technologie logicielle pour produire du grain et des caractéristiques d'image. Ces trois images, la plupart de ces images dans mes séries sont en format 1/2. J'aime bien ce format, je trouve intéressant et vertical. Là, ces trois images, donc les bus de travail de l'image, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, il y a deux types de bus quand on utilise l'application Camare. Il y a des filtres d'entrée et ensuite des filtres de simulation. Chaque image est travaillée avec un filtre d'entrée, donc au moment où je prends l'image, et terminée par ce filtre de simulation. Là, les trois images sont prises avec le filtre d'entrée DNAZ et une simulation de film analogique dans les trois cas. Même chose pour les deux images de bordure, à gauche et à droite. Donc c'est ce film d'entrée DNAZ. Et au centre, un autre film d'entrée qui s'appelle ACHDR, ACHDR, plus une simulation, là pas de film, mais d'imprimante thermique. Donc l'image du centre, ça donne ces caractéristiques presque de solarisation dans les très hautes lumières, où la courbe de luminosité s'inverse. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en fait, les filtres que je développe ont des caractéristiques photographiques qui sont répétables. On peut vraiment apprendre à utiliser ces filtres quand on connaît bien l'application. Donc ici, les trois images, image de gauche et probablement image de droite, filtre HDR. Au centre, un filtre
ancien que j'avais développé pour une autre application en 2007, donc avant l'arrivée de l'iPhone, pour du Sony, des appareils photo Sony qui avaient du 2 mégapixels. En fait, c'est une simulation de ce que j'avais développé pour ces appareils photo Sony 2007, et donc qui s'appelle Booty. Les 3 images, par contre, sont ensuite refiltrées avec une simulation de film. Donc, c'est les réglages de l'application. Même chose ici sur ces 3 images. À gauche, le filtre d'entrée HDR, plus une couche de sortie simulation de film. Même chose pour l'image tout à droite. Et au centre, le filtre d'entrée DNAZ. Les 3 images ici. Alors, intéressant, l'image de gauche, on est sur le même... Quand je vous ai parlé des caractéristiques de balayage du film à Prague, on est sur le même pont au même moment. Donc voilà ce qui se passe avec de l'iPhone, en utilisant une application comme Camare qui simule différentes choses. En entrée, on a ce filtre d'entrée HDR qui pousse en fait les basses lumières, qui augmente les artefacts numériques de compression de l'image, avec une simulation de film par-dessus. Et par contre, là, à droite et au centre, c'est de la multi-exposition, toujours avec la même application. Je ne sais pas exactement quel filtre d'entrée. Mais par contre, au centre, il y a un filtre de sortie qui est une simulation de capteur CCD de type Leica M8. Et à droite, je pense que c'est différents filtres d'entrée et de sortie appliqués à la même prise de vue, qui sont surajoutés en multi-exposition. Donc on peut faire énormément de choses avec le numérique, tout en préservant du grain et de la chair analogique, même s'il n'y a pas du tout d'analogique. Là, les 3 photos. À gauche, un filtre d'entrée qui s'appelle Semi, avec un surajout de filtre de sortie, qui est une simulation de film analogique. Au centre, une multi-exposition avec des filtres d'entrée qui sont... Je ne sais pas exactement quoi, en fait. Mais il y a des filtres de sortie de simulation de film. À droite, c'est le même pont à nouveau à Prague. Là, on voit l'application des filtres d'entrée et de sortie différents, mais toujours ce filtre d'entrée que j'utilise beaucoup, le HDR, et probablement une simulation de film analogique par-dessus en filtre de sortie. Si c'est pas très compréhensible ce que je dis, ça vaut la peine d'aller essayer si vous avez un iPhone, d'aller essayer l'application Camare. Vous pouvez même me contacter si vous voulez un code, si ça vous semble trop cher, mais voilà. Les 3 images ici, Camare toujours, à gauche du filtre d'entrée HDR avec une simulation de film à la sortie, plutôt un film chaud. Il y a pas mal de simulations de films différentes. Tout à droite, on a un filtre d'entrée qui s'appelle Bewi, qui travaille les couleurs en noir et blanc, qui recrée une image noir et blanc avec des caractéristiques optiques d'anciennes lentilles, plus une surimpression d'un simulateur de film. Et au centre, c'est probablement du DNAS de filtre d'entrée, avec un surajout d'une simulation de film, probablement du Konica, quelque chose qui ressemble à du Konica. Comme je disais, il y a énormément de filtres de sortie qui simulent des films sur cette application. Là, cette série de 3 images, c'est tout à gauche, un filtre d'entrée du DEMI. Je crois que c'est le dernier filtre d'entrée que j'avais développé, qui a des caractéristiques très particulières de déconstruction du spectre de couleurs. Plus un filtre de sortie, simulation de film. À droite, une multi-exposition. Il y a probablement du DNAZ en filtre d'entrée pour une des multi-expositions. Puis évidemment, une simulation de film en sortie. Au centre, aucune idée, mais probablement qu'il y a une simulation de film analogique en sortie. Là, à nouveau, de la multi-exposition à gauche. Il y a sûrement du Semi comme filtre d'entrée, du Booty comme filtre d'entrée, et en filtre de sortie, une simulation de film. Tout à droite, il y a du RTR comme filtre d'entrée, et une simulation de film, alors laquelle en sortie. Peut-être du Rainbow, difficile à savoir, à nouveau à aller expérimenter sur l'application. Et au centre, du RDR, clairement, avec une simulation de film plutôt chaud,
donc pour cette image d'une maison de nuit. Le filtre HDR a tendance à monter les basses lumières. Voilà. Ces 3 images, à gauche, probablement du DNAZ en entrée avec une simulation de film en sortie. Et ensuite, les 2 images, celle du centre et à droite, de la multi-exposition avec du HDR comme filtre d'entrée, c'est certain, et des filtres de simulation de film pour réchauffer et donner un peu de corps à ces images. Voilà, ça c'était les 3 dernières images de cette série pour novembre. J'essaierai dans les prochaines séries de parler un peu plus clairement de ce qui se passe en termes d'imagerie computationnelle. Mais entre-temps, vous pouvez toujours poster vos questions et vos commentaires plus bas. Voilà, à bientôt!